Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé par quel miracle de la technologie moderne on parvenait à afficher le nom de votre station préférée sur un autoradio ou même une chaîne hi-fi de salon? Non? Eh bien, c'est précisément ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui dans cet épisode de Bricolomania. Allez, c'est parti! Au premier abord, on pourrait effectivement s'étonner qu'une transmission de données alphanumériques soit possible, alors que finalement, ce qui nous intéresse davantage en radio FM, c'est la diffusion de musique, ou plus largement, la diffusion de contenu audio. Alors, avant de s'intéresser en détail au fonctionnement de ce système de transmission de données numériques, on va regarder, dans un premier temps, comment fonctionne la diffusion radio stéréophonique dans la bande FM commerciale, qui s'étend de 87,5 à 108 MHz, la bande FM sur laquelle on écoute tous nos radios. Ok, construisons ensemble la chaîne de diffusion stéréophonique classique qu'on retrouve chez la grande majorité des diffuseurs en France. Déjà, regardons les extrémités. En entrée, on retrouve les voies audio stéréo droite et gauche. En sortie, c'est un signal radiofréquence qui va pouvoir attaquer une antenne ou un réseau d'antennes de diffusion. Bon, vous vous doutez bien qu'on doit faire 2-3 opérations au milieu et qu'on se contente pas de relier la prise jack sur une antenne râteau. Voici une vue simplifiée de cette chaîne de diffusion. On y retrouve 3 principaux éléments. Le premier, c'est l'encodeur stéréo. Il va permettre de passer des voix audio à un signal qu'on appelle multiplex ou MPX. Regardons plus en détail ce qui se cache dans cet encodeur stéréo. La première opération effectuée, c'est un pré-traitement appliqué sur les voies audio, avec notamment des opérations de limitation, compression du signal audio. Ce traitement, c'est un petit peu ce qui participe à donner l'identité audio d'une station radio. Pour simplifier, c'est une opération qui vise à limiter la dynamique du signal audio en amplifiant les sons faibles et en compressant les sons forts. La deuxième étape, c'est un filtrage passe-bas. L'idée, c'est de limiter le spectre du signal audio à 15 kHz. En radio FM, on considère que cette bande passante est suffisante pour restituer de façon fidèle la voix et la musique. L'opération suivante, c'est ce qu'on appelle la préaccentuation. Ça consiste à amplifier les hautes fréquences du signal audio. Mais pourquoi faire une chose pareille? Eh bien, sans rentrer dans le détail, la préaccentuation permet d'obtenir un meilleur rapport signal à bruit côté récepteur. En Europe, cette courbe de préaccentuation consiste à amplifier les fréquences à partir de 3,2 kHz avec une pente de 20 dB par décade. Cette loi de préaccentuation, elle n'est pas faite au hasard. Ce choix implique une connaissance des techniques de modulation utilisées ainsi qu'un modèle du canal de propagation. Bien entendu, il faut que côté récepteur, on effectue le complémentaire de cette opération, à savoir la désaccentuation, sinon on se retrouvera avec quelque chose de totalement inaudible. Enfin, le dernier étage consiste simplement à faire la somme et la différence des voix audio, on va voir juste après à quoi ça sert. Ok, voici la suite de l'encodeur stéréo. On se retrouve donc avec les signaux gauche plus droite et gauche moins droite en entrée, et puis en sortie, vous sentez qu'on arrive à la fin, car on se retrouve avec le signal multiplex en vert. On a également un autre signal en entrée, ce dernier provenant d'un oscillateur, c'est un sinus à 38 kHz. Alors le dernier étage, c'est un sommateur sur lequel on va faire rentrer 3 composantes, et en parallèle de la construction de cette architecture, on va également tracer le spectre du signal multiplex. La première composante, c'est simplement la somme des voix audio. On a donc un premier gabarit entre 0 et 15 kHz sur notre spectre de sortie. Cette zone du spectre, elle est extrêmement importante car c'est elle qui permet la compatibilité avec des récepteurs monophoniques qui finalement, eux, se contentent de diffuser la somme des voix audio. Ensuite, on va prendre la différence des voix et lui appliquer une modulation d'amplitude à porteuse supprimée, ou DSBSC pour Double Sided Band Suppressed Carrier. La fréquence porteuse étant de 38 kHz, on se retrouve dans le spectre avec cette différence autour de 38 kHz. Enfin, le dernier étage, ça consiste simplement à ajouter dans le signal multiplex une version synchrone de cette horloge de référence à 19 kHz. Cette fréquence, on l'appelle fréquence pilote, elle est très importante car c'est elle qui va permettre au récepteur
entre autres d'effectuer une démodulation synchrone et donc de séparer les voix audio. On sait maintenant ce qui se cache derrière l'encodeur stéréo et surtout à quoi ressemble un signal multiplex dans le domaine fréquentiel. Jetons un œil à l'étage suivant, le modulateur FM. Voici à quoi ça ressemble. Alors, l'objectif de cet étage, c'est de prendre notre signal multiplex, qu'on pourrait qualifier de signal en bande de base ou signal basse fréquence, et de le moduler en fréquence en utilisant une porteuse comprise entre 87,5 et 108 MHz. L'opération effectuée ici, c'est une transposition fréquentielle. Dans l'exemple, ici, la porteuse, elle est à 100 MHz et notre station radio occupe une largeur de bande d'environ 200 kHz. Ce signal, si on l'envoyait sur une antenne, il pourrait tout à fait être reçu par une radio du commerce. Ok, donc maintenant on dispose de notre signal radiofréquence, prêt à être envoyé sur une antenne, ou presque, car généralement l'objectif d'un modulateur FM, ça n'est pas de fournir des niveaux de puissance RF très grands. Pour ça, on utilise un amplificateur de puissance ou Power Amplifier en anglais. Voici un petit amplificateur de puissance au format rack 19 pouces, capable de produire une puissance en sortie allant jusqu'à 500 watts. Alors je dis petit car il en existe des beaucoup plus costauds, voire même des systèmes où les sorties de plusieurs amplificateurs sont combinées. Bref, l'objectif de ce dispositif, c'est simplement de prendre notre signal RF issu du modulateur et d'augmenter sa puissance pour ensuite aller attaquer les antennes ou réseaux d'antennes de diffusion. Vous avez ici quelques exemples d'antennes couramment utilisées en diffusion FM commerciale. Bon, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était une version simplifiée de ce qui se passe vraiment chez les diffuseurs professionnels. Notamment, en pratique, les différents systèmes et équipements sont redondants. Également, il n'est pas rare que les sites de production, les studios, soient séparés des sites de diffusion, là où se situent tous ces équipements. Donc forcément, ça implique la présence d'autres systèmes, comme par exemple des faisceaux hertziens pour effectuer le lien. Également, le signal audio est extrêmement travaillé avant d'être envoyé sur le codeur stéréo. Il existe des traitements bien plus complexes qu'un simple compresseur et expandeur audio. Enfin, les amplificateurs de puissance RF travaillent rarement seuls. Leurs sorties peuvent être couplées ou combinées avec d'autres pour diffuser plusieurs stations radio, et les antennes sont souvent des réseaux d'antennes, et on peut également avoir un système de diffusion multisite. Et si maintenant on jetait un coup d'œil à un vrai signal multiplex, eh bien c'est précisément ce que nous allons faire. J'ai ici un transmetteur radio FM maison, avec notamment un encodeur stéréo juste ici, ainsi que différents étages qu'on a vu dans l'architecture précédente, un filtre pour limiter la bande passante du signal audio à 15 kHz, un limiteur expandeur audio, un oscillateur qui va permettre de générer les différentes fréquences de référence, avec notamment la pilote à 19 kHz, puis bon, il y a d'autres étages, un petit peu plus avancés pour le traitement audio qu'on n'a pas vu dans l'architecture, mais le cœur du système, c'est ce codeur stéréo. Et ce codeur stéréo, on va observer sa sortie à l'aide d'un analyseur de signaux dynamiques, qui est basiquement, on va dire, un analyseur de spectre basse fréquence, un HP 3562A. Alors, la sortie du codeur stéréo est reliée sur l'entrée de l'analyseur de signaux dynamiques. Et qu'est-ce qu'on observe sur l'écran ? Eh bien, comme prévu, 3 zones différentes, avec finalement une première zone entre 0 et 15 kHz, où je vais retrouver la somme de mes deux voix audio, un pic au milieu ici sur lequel est placé le curseur à 19 kHz, qui correspond donc à ma fréquence pilote, et puis autour de 38 kHz, autour de ce pic, eh bien j'ai la différence de mes deux voix audio. Voilà à quoi ressemble en pratique un signal multiplex. L'audio qui est diffusé là, c'est simplement un fichier audio qui provient de mon téléphone. C'est un fichier audio qui a une composante stéréophonique, puisqu'on voit bien apparaître quelque chose autour de 38 kHz. Si vous diffusez un son mono, il n'y a pas de différence, donc il n'y a rien à moduler, et on va se retrouver avec autour de 38 kHz quelque chose de plutôt nul. Mais ici, on a une composante stéréo, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Mais alors maintenant qu'on a vu comment était transmis l'audio, par quels moyens techniques est-on capable de rajouter cette information alphanumérique ? Eh bien, la solution technique qui se cache derrière ce problème, c'est le RDS, ou Radio Data System.
Vous avez probablement déjà entendu ce nom ou déjà vu le logo puisqu'il est souvent présent sur les équipements, les autoradios et chaînes Hi-Fi qui supportent le Radio Data System. Dans l'intro de la vidéo, j'ai légèrement insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une technologie moderne, mais c'est pas tout à fait le cas puisque les premiers développements remontent aux années 70. À l'époque, en République fédérale allemande, il y a un réseau de diffuseurs qui cherche une solution pour ajouter un petit peu d'interactivité à la radio FM, avec notamment une solution pour avertir les auditeurs d'une annonce d'un programme d'infotrafic. Imaginez la situation suivante, vous êtes dans votre automobile et puis vous voulez être averti uniquement quand il y a des flashs infos sur le trafic autoroutier. Donc vous pouvez par exemple réduire au maximum le son de votre autoradio ou carrément écouter une cassette comme c'était plus ou moins la norme à l'époque. Et là, le but de la techno-ARI, c'est que lorsque la station passe sur un point d'info, votre autoradio est capable de basculer de la source cassette vers la source radio FM ou simplement de remonter le volume automatiquement de l'autoradio pour que vous ne ratiez pas le point infotrafic. Alors, les travaux conjoints de l'Institut für Radiotechnik et de Blaupunkt débouchent en 1974 sur un système qu'on appelle le ARI, ça signifie Autofahrerrundfunkinformationssystem. Alors ce système, il a toutefois un souci, c'est qu'il est très orienté sur ce système d'annonce d'infotrafic et il n'y a pas vraiment possibilité d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple le nom de la station. Pour pallier à ce problème, va être développé dans les années qui suivent le fameux Radio Data System dont la spécification définitive sera publiée en 1984. Et depuis 1984, il est progressivement déployé, aujourd'hui complètement, dans les pays de l'Europe et du monde. Mais alors, comment fonctionne le Radio Data System ? Déjà, regardons ce qu'il permet de faire. Le RDS propose une quinzaine de services, mais on va s'intéresser aux plus connus. Par exemple, le programme service, ou PS, c'est cette fonctionnalité qui permet l'affichage du nom de la station sur un maximum de 8 caractères. Il existe également le radiotexte qui peut être utilisé pour afficher le nom de la chanson ou du programme en cours de diffusion sur un maximum de 64 caractères. La fonctionnalité Alternative Frequencies permet à votre récepteur radio de rester accroché sur une radio nationale, par exemple le réseau France Info ou RMC. Sur l'ensemble du territoire, les fréquences ne sont pas forcément les mêmes, mais grâce au service AF, votre récepteur sait sur quelle fréquence il faut chercher pour trouver le signal avec la meilleure qualité de réception. Et puis pour finir, le Traffic Announcement, en combinaison avec le Traffic Programme, permet de notifier les auditeurs lorsqu'un programme d'information trafic est diffusé. C'est une fonctionnalité héritée du système ARI. Tous ces services sont rangés dans différents groupes. Ces groupes sont eux-mêmes subdivisés en blocs qui contiennent une information utile avec une information de contrôle. Voilà en quelques mots comment se construit la couche de données du système RDS. Ici, on a un exemple d'architecture pour un encodeur RDS. Vous le voyez, il y a du monde aussi bien sur les parties numériques qu'analogiques. Nous, on va se simplifier la vie et regarder une architecture plus synthétique. Ceux qui ont envie de creuser pourront éventuellement mettre en pause la vidéo ici. Le premier élément de cette architecture, c'est un microcontrôleur ou microprocesseur. C'est lui qui va permettre de générer les trames binaires RDS. Pour faire ça, il reçoit une horloge à une fréquence de 1,1875 kHz. Cette horloge, elle est dérivée depuis un oscillateur de référence à 57 kHz. Cet oscillateur, il est lui-même dérivé de la fameuse fréquence pilote à 19 kHz du signal multiplex. En pratique, ce qui se cache derrière ça, c'est une boucle à verrouillage de phase. On a ici un exemple de données binaires produites. L'étage suivant, c'est un codeur différentiel. Il applique simplement ce codage sur le train de données binaires. Ensuite, on attaque un générateur biphase. C'est lui qui va générer les symboles d'une modulation PSK ou Phase Shift Keying. On se retrouve donc en sortie avec un signal analogique. Enfin, le dernier étage, c'est un modulateur. Il va prendre le signal biphasé et le transposer autour de 57 kHz par modulation d'amplitude à porteuse supprimée. Pour finir, quelques exemples de signaux qu'on peut retrouver en pratique. Ici, l'horloge et les données codées en différentiel. Maintenant, le signal PSK, où on retrouve bien les différents sauts de phase. Et enfin, la modulation d'amplitude à 57 kHz.
Et finalement, si on le désire, on peut ajouter le signal multiplex avec le signal radio data system pour parvenir à un signal complet, prêt à être envoyé vers le modulateur FM. Vous comprenez maintenant pourquoi la fréquence pilote est si importante. On s'en sert pour produire de multiples sous-porteuses dans le signal multiplex, notamment à 38 kHz et à 57 kHz. Et bien justement, ça tombe très bien, puisque un encodeur RDS, j'en ai un juste ici. Comme pour l'émetteur FM et le codeur stéréo, il est toujours fait maison. Il est fait maison, mais il est dans un état un petit peu meilleur, il est plus récent. En utilisant l'analyseur de signaux dynamiques HP, on va à nouveau regarder qu'est-ce qu'il produit sur sa sortie. C'est parti. Voilà donc le spectre du signal RDS produit par l'encodeur. Il arrive sur l'analyseur de signaux dynamiques. Ma fenêtre ici, elle est centrée, vous le voyez avec le curseur, sur 57 kHz. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, le spectre typique d'une modulation d'amplitude à porteuse supprimée, avec l'information RDS qui est portée autour de cette fréquence de 57 kHz. 57 kHz, on l'a vu, c'est effectivement la deuxième harmonique du signal pilote à 19 kHz. Tout va bien. On peut éventuellement pousser un petit peu la mesure en tentant d'utiliser les fonctions de démodulation de cet analyseur. On peut lui demander, en lui spécifiant le type de modulation, ici une modulation d'amplitude, de nous afficher le spectre du signal démodulé. Alors c'est précisément ce qu'il est en train de faire. J'y ai spécifié, donc c'était une modulation d'amplitude centrée sur 57 kg. En dessous, il nous a affiché son petit message Demodulation in progress. Il ne faut pas être pressé, c'est une vieille bécane qui a un front-end analogique qui est excessivement bien fait, mais les capacités de calcul numérique, c'est celles de l'époque. Sachez quand même qu'il y a une carte à l'intérieur qui est dédiée pour faire du calcul à virgule flottante. Donc, il y a une carte entière avec sa RAM dédiée, avec ses processeurs, ses coprocesseurs arithmétiques dédiés pour faire du calcul flottant. Malgré ça, c'est hyper long. En fait, je me demande s'il a pas planté, parce que là, c'est quand même beaucoup trop long. Ah ben non, il a pas planté. Ok, c'est juste que c'est très lent. Donc, qu'est-ce qu'on voit si on place le marqueur ici sur la première raie spectrale? Qu'est-ce qu'on observe? Regardez la fréquence du marqueur. X 1,1875 kHz. Ça correspond très exactement à la fréquence du bitrate des trams RDS. Pas de souci, on retrouve bien l'info RDS modulée autour de 57 kHz. Ok, et si maintenant on essayait de prendre une source audio, de l'injecter dans le codeur stéréo, de prendre la sortie du codeur stéréo et de l'injecter sur l'entrée de l'encodeur RDS, et de récupérer la somme MPX plus RDS pour l'injecter sur l'entrée de modulation d'un générateur haute fréquence, et du coup observer comment ça se comporte sur un récepteur radio du commerce ou sur un récepteur radio logiciel. Petit point prévention, avant d'activer la sortie générateur RF, l'émission dans la bande FM commerciale est strictement encadrée et totalement interdite si vous n'en avez pas reçu l'autorisation. Ici, une solution, c'est de travailler avec des puissances extrêmement faibles, de telle sorte à ce qu'elles ne perturbent pas le moindre récepteur à proximité. On peut également utiliser des éléments non radiatifs, comme par exemple cette charge fictive, qui va finalement se comporter comme une antenne, sauf que ça, ça ne rayonne pas, ça se contente de dissiper la puissance RF sous forme de chaleur. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émettre avec une puissance extrêmement faible. Un petit test rapide sur un récepteur automobile. Je suis ici tout en bas de la bande FM à 87.5. Et qu'est-ce qu'on a à cette fréquence? On a Brico FM. Donc a priori, le signal radio data system est correctement décodé par le récepteur automobile en bas de la bande FM. Pas de souci.
Nous venons donc de parcourir l'ensemble de la chaîne de diffusion typique en radio FM commerciale, depuis la source audio jusqu'au récepteur radio. Bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est un poil plus compliqué que simplement connecter la prise jack à l'antenne. Bien entendu, chez les professionnels de la diffusion, il y a encore bien d'autres aspects qui doivent être pris en compte et qui nécessitent l'ajout des tâches supplémentaires. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère avoir répondu à la question de départ, que vous avez maintenant une idée un petit peu plus claire de ce qui se cache derrière le logo RDS, et puis de façon générale, que vous avez une idée plus claire de comment s'opère la diffusion en stéréophonie dans la bande FM commerciale. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.